Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un sans-abri sauve un millionnaire, ne mangez pas, votre femme a mis du poison. La ville de New York ne dort jamais. Elle pulse, elle vibre, elle bouillonne d'une énergie à la fois exaltante et implacable. Les taxis jaunes klaxonnent, les passants se croisent dans un balai incessant, les vitrines de luxe scintillent comme des joyaux sous les lumières des gratte-ciels. Pourtant, dans cette foule immense, où tout semble aller trop vite, où les regards se fuient, un homme passe totalement inaperçu. Il s'appelle Caleb Morris. 56 ans au compteur, mais la vie l'a usé prématurément. Sa barbe grisonnante est mal taillée, parsemée de traces blanches comme la neige d'un hiver qui n'en finit plus. Ses gants sont déchirés aux doigts, laissant apparaître des mains rugueuses, crevassées par le froid et les années d'errance. Son sac de sport est vieux, élimé, la fermeture cassée, tenant par miracle grâce à un fil noué. Pour les passants, Caleb n'est qu'un sans-abri parmi tant d'autres. Un visage flou, un homme que l'on évite, que l'on ignore, parfois que l'on méprise. Peu savent que derrière cet aspect usé, ce corps fatigué, se cache un passé brillant. Car Caleb n'a pas toujours été un homme de la rue. Autrefois, il était professeur de chimie organique à la prestigieuse Columbia University. Un scientifique respecté, reconnu pour ses travaux pointus sur les toxines industrielles, invité à des conférences internationales, mentor passionné pour ses étudiants. Il avait construit sa vie autour de la rigueur de la science, de la discipline, du savoir. Puis, tout s'est effondré. Le drame le plus cruel lui a arraché le cœur, la perte de sa fille unique, emportée par une maladie foudroyante alors qu'elle n'avait que 9 ans. Cette douleur immense, impossible à penser, a fait vaciller son monde. Le mariage de Caleb a explosé sous le poids du chagrin et du silence. Sa femme l'a quitté, incapable de faire face au vide qui s'était installé entre eux. Le professeur rigoureux a plongé dans la dépression. Peu à peu, le travail, la reconnaissance, la fierté, tout s'est dérobé sous ses pieds. Sans soutien, sans famille proche, il s'est retrouvé à la rue, rejeté par une société qui ne pardonne ni la faiblesse, ni l'échec. Aujourd'hui, Caleb vit dans l'ombre des gratte-ciel, ses pas le menant chaque matin vers le même banc fatigué. À l'angle de Madison Avenue et East 59 Th Street, il s'assoit, enveloppé dans son manteau trop fin, observant la foule passer sans jamais s'arrêter. Juste en face de lui, le Silver Oak, un restaurant réputé, temple des puissants et des fortunés, dont les grandes baies vitrées reflètent le soleil et le luxe. Parmi les clients réguliers du Silver Oak, un nom revenait toujours avec respect et admiration, Thomas Whitmore. À 47 ans, Thomas était la définition même du self-made billionnaire. Fondateur et PDG du conglomérat Whitmore Global Development, il avait bâti son empire pierre par pierre, avec une détermination inébranlable, un esprit visionnaire et une éthique de travail rigoureuse. Son allure était celle d'un homme qui maîtrise son destin, costume parfaitement taillé, montre en or qui scintillait à chaque mouvement, sourire réservé mais chaleureux, regard posé et réfléchi. À ses côtés, chaque jour, venait sa jeune épouse, Vanessa Hart Whitmore. Ancienne mannequin devenue philanthrope mondaine, elle représentait à elle seule l'image du glamour et de l'élégance. Toujours impeccablement vêtue, avec ce sourire énigmatique qui ne touchait jamais ses yeux, Vanessa dégageait une aura à la fois séduisante et distante. Sa démarche, légère et précise, contrastait avec la robustesse tranquille de son mari. Pour Caleb, observateur silencieux, ces deux-là formaient un couple fascinant. Chaque matin, il les voyait franchir les portes du Silver Oak, s'installer à leur table habituelle près de la baie vitrée. Une routine parfaitement réglée, presque ritualisée. Mais au fil des semaines, Caleb commença à voir au-delà des apparences. Il remarqua d'abord un détail étrange, Vanessa ne mangeait jamais lors de leur déjeuner. Elle choisissait soigneusement ses plats, ordonnait pour Thomas, mais elle-même se contentait souvent d'un simple verre d'eau, ou d'une salade aux feuilles vertes, presque inexistante. Un comportement qui, à ses yeux, sonnait faux. Puis, il observa la manière dont elle servait le café à Thomas. Chaque fois, Vanessa tenait la tasse avec une délicatesse exagérée, comme si elle cachait un secret. Et à chaque fois qu'elle lui tendait la boisson, elle détournait les yeux, évitant soigneusement le contact visuel.
Caleb sentit son cœur s'accélérer, car ce geste lui rappelait des années d'études, de recherche, de cas où un poison était administré avec précaution et discrétion. Peu à peu, les souvenirs affluèrent dans son esprit, comme des flashs, les microdoses invisibles, les changements infimes de couleur, l'odeur à peine perceptible, le comportement de quelqu'un qui manipule sans jamais se faire remarquer. Avec la rigueur d'un scientifique, Caleb commença à noter dans un petit carnet les dates précises, les plats commandés, les réactions de Thomas après chaque repas. Il repéra des tendances, une légère pâleur après certains déjeuners, des absences furtives, des moments d'inquiétude cachés sous des sourires forcés. Dans sa solitude, Caleb préparait mentalement une hypothèse. Et plus il accumulait les détails, plus cette hypothèse prenait forme. Puis, un jour, tout bascula. Ce matin-là, la lumière hésitait à travers les lourds nuages gris qui s'étiraient sur Manhattan. Le soleil, timide, peinait à percer l'épaisse couche atmosphérique, jetant un voile pâle sur les façades de verre du quartier. Au Silver Oak, le restaurant de luxe, les premiers clients prenaient place, leurs murmures élégants mêlés au tintement délicat des couverts. Caleb, installé sur son banc familier, ressentait une boule glacée au creux de l'estomac. Son regard ne quittait pas la silhouette familière qui approchait la terrasse, bras dans le bras avec Vanessa. Leur pas résonnait dans sa mémoire comme le présage d'un événement à venir, lourd de conséquences. Les deux figures s'assirent à leur table habituelle, près de la baie vitrée, baignée d'une lumière diffuse. Caleb observait attentivement, son souffle ralenti par la concentration. Vanessa sortit de son sac un petit flacon brillant, à peine plus grand qu'un onguent, caché dans l'ombre de sa manche. Le mouvement fut furtif, presque imperceptible pour un œil non averti. Elle pencha subtilement la tête en avant, et dans un geste maîtrisé, versa quelques gouttes transparentes dans la tasse de café fumant de Thomas. Le liquide s'orna d'un reflet trouble, mais le patron du conglomérat ne semblait rien remarquer. Caleb sentit son cœur s'emballer. C'était l'instant critique. Il bondit de son banc, ses jambes trouvant la force d'une jeunesse envolée. Il traversa la rue en courant, sans prendre garde aux regards surpris ou aux voitures. Il bouscula un serveur qui portait un plateau, et d'une voix forte, rauque mais claire, hurla au milieu du restaurant. « Ne buvez pas. Monsieur, votre femme a mis du poison dans votre café. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Les conversations cessèrent net, le tintement des verres s'interrompit, et les regards se tournèrent vers lui, incrédules, choqués, inquiets. Vanessa recula d'un pas, le visage blême, les lèvres tremblantes, comme prises en faute. Thomas, figé, le fixa, la tasse suspendue à quelques centimètres de ses lèvres. Ses yeux étaient emplis d'un mélange d'incompréhension, de colère et d'alarme. Deux imposants gardes du corps se précipitèrent pour maîtriser Caleb, le poussant vers le mur. Mais Caleb, levant lentement les mains pour montrer qu'il ne cherchait pas la violence, déclara d'une voix ferme. « Appelez la police. Faites analyser cette tasse. Je sais ce que j'ai vu. Et je sais reconnaître l'arséniate de plomb. J'ai enseigné la toxicologie pendant 20 ans. » Un silence tendu suivit, puis, contre toute attente, Thomas leva lentement la main pour arrêter les gardes. Il déposa la tasse sur la table avec précaution, les doigts légèrement tremblants. Personne ne touche à rien. Qu'on appelle les autorités. L'ambiance se chargea d'une gravité nouvelle. Les clients, d'abord figés, commencèrent à chuchoter, tandis que la direction du Silver Oak, paniquée, décrocha son téléphone pour prévenir la police. Caleb, haletant, mais les yeux fixes, sut que son combat venait de commencer. Peu après l'alerte de Caleb, la police arriva en nombre au Silver Oak, rapidement suivie par une équipe médico-légale spécialisée. L'atmosphère était tendue, chaque instant semblait suspendu à un fil. Les agents sécurisèrent les lieux, tandis que les techniciens en blouse blanche s'attelaient à prélever avec minutie les échantillons du café suspect. Ils enveloppèrent la tasse dans un sachet plastique hermétique, puis se tournèrent vers le flacon trouvé discrètement dans le sac de Vanessa. Les caméras de sécurité du restaurant furent rapidement extraites et analysées. Vanessa, quant à elle, demeurait d'un calme presque glacial, un masque d'indifférence sur le visage. Elle nia farouchement toute accusation, répétant avec un sourire faux que tout ceci n'était qu'une méprise, une folie passagère d'un sans-abri en quête d'attention. Caleb, emmené au poste pour un interrogatoire plus approfondi,
narra dans le moindre détail ce qu'il avait vu, le petit flacon brillant, le geste précis, le regard fuyant de Vanessa au moment où elle avait versé les gouttes dans la tasse de Thomas. Sa voix, ferme et posée, décrivit la nature probable du poison. C'est une forme diluée d'arséniate de plomb, presque inodore et insipide. Les symptômes ne se manifestent que plusieurs heures après l'ingestion, ce qui aurait parfaitement simulé une crise cardiaque ou un arrêt naturel du cœur. C'est un poison idéal pour un meurtre discret. Les enquêteurs prirent ces paroles très au sérieux. L'analyse des prélèvements fut lancée en urgence. 3 jours plus tard, la vérité éclata. Les résultats des tests confirmaient l'horreur, le café contenait bel et bien de l'arsenic. La police, munie de preuves irréfutables, procéda à l'arrestation immédiate de Vanessa Whitmore. Dans ces affaires, les enquêteurs mirent la main sur le flacon utilisé, portant encore des traces du poison, ainsi que sur ses gants tachés, preuve de sa manipulation. Pire encore, les fouilles numériques révélèrent des messages cryptés entre Vanessa et un complice présumé, détaillant un plan minutieusement mûri pour éliminer Thomas et hériter ainsi de sa fortune colossale. Titre choc, reportage télévisé, débats enflammés. Un sans-abri sauve un milliardaire d'un empoisonnement. Un héros dans l'ombre, l'homme que personne ne voulait voir. Poison au Silver Oak, le complot de l'épouse démasquée par un ancien professeur devenu SDF. Mais malgré la médiatisation, Caleb refusa d'être présenté comme une mascotte ou un phénomène. Avec humilité, il demanda la discrétion, souhaitant que l'attention se porte avant tout sur la vérité et la justice. Thomas Whitmore, profondément bouleversé par la révélation, prit contact avec Caleb. Dans une série d'échanges privés, il souhaita le remercier, mais aussi comprendre l'homme derrière ce geste héroïque. Il se lança dans une enquête discrète sur le passé de Caleb. Ce qu'il découvrit le bouleversa. Caleb n'était pas simplement un sans-abri. Il avait été un brillant professeur, un chercheur passionné, un père aimant dévasté par la perte tragique de sa fille dans un accident évitable. Cette douleur, trop lourde à porter, l'avait précipité dans la spirale de la dépression et de l'oubli social. Lors d'une cérémonie organisée pour honorer le courage de Caleb, Thomas prononça ces mots, empreints de sincérité et d'émotion. C'est moi qu'on célèbre aujourd'hui comme un génie de la réussite, un homme d'affaires au sommet. Mais c'est lui, Caleb Morris, qui a sauvé ma vie alors même qu'il était invisible à mes yeux, oublié de tous. Dans ce monde, il est trop facile d'ignorer ceux qui tombent. Aujourd'hui, je rends hommage à cet homme, à ce professeur, à ce père, à ce héros. Les applaudissements résonnèrent longtemps, tandis que Caleb, humble, regardait au loin, conscient que sa vie venait de basculer à nouveau, mais cette fois vers la lumière. Après les révélations, Thomas Whitmore ne voulait pas seulement remercier Caleb par des paroles ou des gestes symboliques. Il comprenait que ce qu'il devait offrir à cet homme, c'était une véritable opportunité de reconstruire sa vie, loin de la marginalisation et de la précarité. Ainsi, dans les jours qui suivirent, Thomas fit parvenir à Caleb une proposition ferme et respectueuse, un logement confortable dans un quartier calme du Bronx, un accès à des soins médicaux et psychologiques, et surtout, un poste au sein de l'un de ses laboratoires de recherche spécialisés dans les matériaux chimiques avancés. Ce laboratoire, filiale de Whitmore Global Development, cherchait justement un expert en toxicologie et chimie organique, un domaine où Caleb pouvait pleinement réinvestir ses connaissances et son expérience. Thomas insista auprès de ses conseillers et collaborateurs. Il ne s'agit pas ici de charité. Ce que mérite Caleb, c'est ce que tout homme mérite, une chance juste. Une chance de montrer qu'on peut renaître, qu'on peut se relever, même quand le monde vous a laissé tomber. Pour Caleb, cette proposition fut un mélange d'émotions contradictoires, reconnaissance, pudeur, peur du jugement. Mais après des semaines d'hésitation, il accepta. Lentement, il quitta la rue, les bancs froids et les regards fuyants pour s'installer dans un petit studio modeste mais propre, au cœur du Bronx. Au fil des semaines, Caleb retrouva progressivement goût à la vie. Il renoua avec ses anciennes passions, la lecture approfondie, les livres de chimie, les revues scientifiques. Il prit l'habitude d'écrire à nouveau, des notes, des articles, parfois même des lettres à des étudiants qu'il avait autrefois accompagnés. Encouragé par Thomas, il accepta de donner une conférence à Columbia University, son ancienne université, devant un amphithéâtre rempli d'étudiants curieux et respectueux.
La salle était silencieuse, ébahie par la force et la sagesse d'un homme qui avait traversé l'enfer et revenait, non pas en victime, mais en témoin et en modèle. 12 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi fatidique au Silver Oak. Caleb Morris n'était plus simplement un sans-abri sauveur. Il était devenu une voix écoutée, une figure engagée dans les débats sur l'exclusion sociale, la lutte contre la stigmatisation des sans-abri, et le droit fondamental à la dignité humaine. Avec le soutien de Thomas, il participa à la création d'un programme éducatif innovant, destiné à offrir aux sans-abri diplômés une formation, un accompagnement professionnel, et surtout une communauté d'entraide. Chaque jeudi, dans la lumière douce du Silver Oak, Caleb retrouvait Thomas pour un café. Mais cette fois, les rôles avaient changé. Caleb n'était plus celui qui observait de loin, isolé, méprisé. Il était assis à la table, la tasse entre les mains, préparé par un serveur attentif, sous son regard bienveillant et sûr. Le plus grand luxe, ce n'est pas l'or ou les palais, mais la dignité retrouvée, la seconde chance offerte, et le regard des autres qui change.